Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous vous situez sur la planète. Merci de prendre le rendez-vous de 100% connexion. Petit Dico, le rendez-vous du donner et du recevoir pour améliorer notre façon de parler la langue de Molière. Wendo, notre identité culturelle. Santé Time pour notre bonne santé, découverte pour aller à la rencontre des professionnels du métier et le talk pour débattre de l'actualité nationale et internationale. Ce sont là les rubriques auxquelles vous serez désormais habitués sur cette émission. Amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur 100% connexion et c'est sur Soleil Levant TV. Merci de confortablement vous installer car c'est parti pour 90 minutes de télévision. Mesdames et messieurs, tout de suite avec Mathieu Ngoui Agossou, le petit Dico. Mathieu Ngoui Agossou, bonjour. Bonjour Christophe. Comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Ok, vous êtes très bien habillé. Vous aussi, vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Vous allez très bien, j'espère. Avec vous, nous allons parler de quel mot aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du mot geste. Mot geste. Est-ce que vous savez qu'on dit le geste et la geste? Ah non, je ne savais pas. Je connais pour le mot geste de genre masculin, mais pour le genre féminin, honnêtement. Donc, on va vous donner un plus ce jour. Petit dico de ce jour nous amène à la découverte du mot la geste. Oui, je dis bien la geste. Ne soyez pas étonnés, comme Christophe tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est vrai, il y a le geste pour parler des mouvements de main, les mouvements de tête et autres. Comme ceci. Là, on parle de le geste. Quand celle qui est en train de bouger tout à l'heure, faisait la main, ça c'est le geste. Par contre, la geste est l'ensemble des poèmes épiques du Moyen-Âge relatant les exploits d'un héros. Christophe, vous êtes en savoir que nous sommes ici à Calavi, encore appelé la cité de Fofo Diaka. Tout à fait. Les exploits de Fofo Diaka, dans un livre, est appelé la geste. Les exploits de Bioguera, de Glelet, de Guizou, ou bien plus tard, les exploits de Christophe, dans un livre, si éventuellement vous êtes un héros, est appelé la geste. Est-ce que vous pouvez nous faire une phrase avec le mot la geste? Moi, je parlerai plutôt beaucoup plus du roi Béhanzin, et vous et moi avons étudié l'histoire de ce grand homme du Bénin. C'est un véritable héros pour la nation béninoise, celui-là. Avec lui, quand même, je crois que ces exploits écrits dans un livre, selon votre définition du mot geste au sens féminin. Donc, si nous parlons, par exemple, pour ce que nous avons appris à l'école, nous allons dire c'est la geste du roi Béhanzin. C'est bien et bien ça. Oui, c'est bien et bien ça, Christophe. Et au prochain numéro pour un autre mot. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes tout à l'heure dans Santé Time. Bien après Petit Dico, nous allons recevoir tout à l'heure le prince Zedeka Kanhono avec Axel Abalo. C'est dans Wendo. Axel Abalo, bonjour. Bonjour Christophe Agon, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous. Bien. Bonjour prince Zedeka Kanhono. Oui, j'aime bien ça. Comment allez-vous? Alors Axel, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Aujourd'hui avec le professeur qui est déjà sur le plateau avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci vous. D'accord, ça va très bien. Et tout ce qui est ancestral à la maison, tout le monde, enfin, tout va bien. Tout va bien, comme on le dit en fond. D'accord. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci. Alors, professeur, on vous appelle le prince Zedeka Kanhono. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà? Pourquoi Zedeka, ça doit être déjà un peu éminent. Oui, c'est éminent. Zedeka, ça veut dire guérison instantanée. Chap, ça veut dire sur le champ, quoi. En même temps, c'est mieux. Voilà, donc on gère en même temps. Donc, et ça se passe comme ça. Donc, tout ce qu'on fait, c'est une option. En fait, je salue tout le monde, tout le plateau, tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, et tout le Bénin, le monde entier. Je salue tout le monde, les directeurs, les responsables de cette maison, de cette chaîne qui ont eu l'idée de mettre sur pied cette chaîne pour la visibilité, n'est-ce pas, de nos pratiques ancestrales, originelles,
Et c'est très important. Et c'est ce que nous avons de plus cher d'ailleurs. Et merci de me faire l'heure, merci de m'inviter sur ce plateau pour éclairer un peu la lanterne du monde entier, en particulier des Béninois et des Africains, qui plus est qui se perdent dans les méandres, n'est-ce pas, de certaines connaissances qui leur sont, n'est-ce pas, inconnues, bien cachées. Donc c'est important de faire ressortir ces côtés-là pour que les gens puissent comprendre, ne serait-ce que le côté scientifique, le côté pratique et le côté positif des choses. C'est ça, surtout. Alors, je rappelle au passage que on ne vous appelle pas professeur comme ça. Vous avez étudié effectivement donc la chose jusqu'à avoir effectivement des titres. Vous avez remporté, enfin, assez de gratification, pour ne pas dire en réalité des médailles et tout ça dans notre domaine. Oui. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler beaucoup plus de la sorcellerie. La sorcellerie en général, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, lorsqu'on évoque la sorcellerie, beaucoup ont peur. Les cœurs battent la chamade. Alors que si on parle de ce thème-là, c'est un thème à décrypter, à comprendre. Parce que lorsqu'on parle de ce thème-là, c'est la connaissance en fait des connaissances. C'est la sagesse des sagesses. C'est la justice des justices. Parce que sans le sorcier, personne ne serait allé à l'église. Personne ne serait allé à la mosquée. Personne ne serait allé dans les hôpitaux. D'accord? C'est la sorcellerie qui gouverne. Donc, la présence c'est important, vous voulez dire. Voilà. La sorcellerie, le sorcier est le régulateur des relations humaines. Mais qui peut-on appeler sorcier? Voilà, on appelle sorcier seulement. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est juste de la sorcellerie. C'est un thème, n'est-ce pas? C'est un mot qui permet, pas un mot qui permet. C'est-à-dire la définition étymologique de la sorcellerie, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui permet à un individu, ce qui détient ce pouvoir, de transcender, de dépasser certaines forces physiques, de sortir du corps physique par la téléportation pour aller agir, pour changer, n'est-ce pas, le cours des choses. Agir en Dieu ou en mal? Il y a les deux vont de pair. Parlant de la sorcellerie, nous avons deux côtés. Il y a le bas astral. Le bas astral, c'est-à-dire c'est ça qui coule les rues. Et il y a le haut astral. Le haut astral, n'est-ce pas, qui est notre illumination. S'il y a la connaissance des connaissances, la sagesse des sagesses qui garde la maison. Et vous allez voir dans les anciens temps, dans les temps les plus immémoriaux, le roi, les authentiques, les gardiens du temple avaient ce pouvoir-là, n'est-ce pas, pour réguler les relations humaines, pour t'amuser, pour qu'il y ait le respect. Et on ne donne pas cela à qui veut, mais qui peut. Malheureusement, aujourd'hui, ça devient pratiquement de petits pains dans les rues. On constate que telle personne, un petit enfant qui détient donc ce pouvoir. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous savez, il faut prendre les garde-fous. Aujourd'hui, quand on évoque le mot, je l'ai dit tantôt, le cas de beaucoup, mais ça, c'est le bas astral. Malheureusement, aujourd'hui, ça devient pratiquement de petits pains dans les rues. On constate que telle personne, un petit enfant qui détient donc ce pouvoir. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous savez, il faut prendre les garde-fous. Aujourd'hui, quand on évoque le mot, je l'ai dit tantôt, le cas de beaucoup, mais ça, c'est le bas astral. Toutes les connaissances humaines concourent vers le bien. Nous devons cultiver, n'est-ce pas, le côté vertueux des choses. Et c'est ça ce qui est de mise. Mais le bas astral, c'est le bas astral qui coule les rues. Le bas astral, on donne ça aux petits-enfants. C'est pourquoi je demanderais aux parents de prendre les dispositions nécessaires pour se préparer en conséquence, pour que leurs enfants, leur progéniture ne subissent pas les affres, n'est-ce pas, de ces anthropophages malfaiteurs qui exploitent en fait des canaux vibratoires pour transmettre le pouvoir à ces enfants qui sont des âmes innocentes qu'on doit entretenir, en fait. Donc, il faut prendre les dispositions pour parer au plus pressé. Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Ou bien ça reste un peu dans le couvent? Non, c'est pas seulement dans le couvent. Il y a des dispositions. Combien de personnes aujourd'hui méditent? Combien de personnes visualisent? Aujourd'hui, nous sommes à la recherche du gain effréné pour qu'on se néglige. Alors que, en tant qu'homme, nous sommes tributaires des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Ce sont les 4 éléments.
Et le dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle qu'on appelle Dieu, le Mao, c'est ça, pas tel qu'on le pense à l'église, dans les églises, mais tel que les ancêtres, l'univers, le cosmos, l'a fait et l'a compris. Si on se met dans cette dynamique, nous avons tout. Combien d'hommes aujourd'hui visualisent? Combien d'hommes aujourd'hui se concentrent? On est tellement à la recherche du gain effréné, à la recherche de l'argent à tout prix, et puis voilà, on se néglige. On néglige le côté spirituel. Alors que nous avons, la spiritualité a un cri en nous. Il suffit, n'est-ce pas, de se concentrer, mais tout le monde ne peut pas le faire. Mais est-ce qu'on doit avoir peur des sorciers? Il ne faut jamais avoir peur d'un sorcier. Mais face à un sorcier, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Le sorcier est partout. Il est dans le ventre. Est-ce que je peux me prévaloir sorcier? Ouais, tout le monde est sorcier. Non. Professeur, donnez-nous plus d'explications. Est-ce que celui qui a la certitude que son vis-à-vis peut-être à la sorcellerie, oui. Est-ce que celui-là doit quand même se cacher ou carrément doit affronter le sorcier? Non, on n'affronte pas le sorcier. Je l'ai dit la dernière fois sur un plateau de télévision. Ouais. On ne lutte pas contre la sorcellerie, contre les sorciers, mais on se protège contre. Il faut te protéger contre. Et il y a des codes. Lorsque vous êtes, vous déballez la spiritualité, le côté spirituel qui est en vous, vous pouvez vous protéger contre les affres de la sorcellerie. C'est justement ce qu'on va essayer d'expliquer. Il y a des paroles, lorsque vous les prononcez, par exemple, aucun sorcier, je dis aucun, ne va... un exemple. Ça reste des codes, Il y a des faits liturgiques, par exemple. Il y a des faits liturgiques. D'accord? Et lorsque vous pouvez dire l'élément, par exemple. D'accord? Il y a qu'on appelle le truc là, qu'on appelle croton de Zambèze. La Jérémie, le croton de Zambèze. Lorsque vous prenez ça le matin avec la colacée, et vous dites, vous faites des évocations selon votre volonté, vous n'êtes pas en phase avec le sorcier, par exemple. Mais le sorcier chez nous, les gens parlent du voyage de l'esprit. Oui. D'accord? C'est ça qui rend la chose un peu plus complexe et un peu plus compliquée. Et nous avons peur du sorcier et de la sorcière. Alors, et nous constatons, comme Axel l'a dit, que les enfants vont jusqu'à donner cette machine. Très souvent, les gens utilisent le mot machine à de tout petits enfants. Alors, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que pasteur, aujourd'hui, vous pouvez défier des sorciers ou bien vous êtes sorcier vous-même? Moi, je ne dirais pas que je suis sorcier, mais il y a la science. Il y a la science des sciences qui permet de garder la maison. Et nous l'avons. Et nous essayons de superviser, de faire les choses en bien. C'est ce que vous tentez d'esquiver la question, parce qu'il vous a demandé si vous êtes sorcier ou pas. Je ne saurais le dire. D'accord, alors dites-nous, professeur, on va revenir un peu dans le sujet. Qui peut se sentir touché par la sorcellerie? Oui, c'est comment? Oui, il y a beaucoup de modes opératoires. Lorsque le sorcier veut agir, il agit dans le vent, hein. Oui, il agit même tout de suite là, il agit avec le B. Il change le cours des choses, soit en bien ou en mal. Tout de suite là, il prononce une incantation, il change le cours des choses. Il est dans les bords de terre, il est dans les creux d'arbres, il est dans l'Iroko, il est dans le Ronti, il est partout à la fois. Il peut se transformer en un animal prédateur, il devient un anthropophage pour aller détruire sa proie, qu'il transforme en un animal ou en un oiseau qu'il veut, et il en fait ce qu'il veut. Ça, c'est le bas astral. Maintenant, le haut astral permet de garder la maison. Mais le haut astral, expliquez-moi, c'est encore plus grand que le bas astral. Oui, ça c'est l'illuminatie. L'illuminatie. Vous êtes illuminé. Lorsque vous appelez le haut astral, vous êtes illuminé. Et je dis, c'est pas que l'âge. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est pas votre âge, non, ça n'a rien à voir avec l'âge. D'accord? Un enfant peut avoir 5 ans et être hyper puissant. Dans ce sens-là. Et lorsque vous l'affrontez, vous allez chuter.
Et vous On l'appelle le génie. Les Blancs, les Européens, les Toubabs l'appellent génie. Mais chez nous, on l'appelle sorcier azé. En fait, quand on parle de la sorcellerie, pour définir, pour morceler le mot, si vous me permettez, sorceler. Sonner le sort de quelqu'un. Soit en bien, soit en mal. Sorceler. Le sorceler, sorcellerie. Le sort de quelqu'un scellé. C'est simple. Pour être plus simple, pour venir de façon terre à terre. Mais pourquoi on constate souvent que le sort scellé, voilà, pourquoi souvent c'est scellé en mal? Vous savez, nous avons la dualité. Et surtout en Afrique. Oui, non pas en Afrique, ailleurs. La bombe atomique, la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, n'est pas la sorcellerie. Voilà. Ils ont transformé ça. Ils ont académisé. Ils ont intellectualisé. Et aujourd'hui, on parle de science. Mais c'est la science qui détruit. Les vaccins qu'on nous envoie, qu'on ne contrôle pas. Ça aussi, c'est la sorcellerie qu'ils ont développé. Mais chez nous, en Afrique, c'est plus mystique. C'est dans le mysticisme. D'accord? Et il faut avoir les yeux d'initié pour pouvoir décoder. Chez eux aussi, ils en ont. Vous voyez, quand on parle des philosophes, on parle de génie. Mais ils ont caché le côté occulte, le côté mystique. Et ils ont académisé. Ils ont académisé, ils ont transformé. Mais le côté mystique, là, c'est le côté mystique, l'invisible, qui donne le visible. Mais chez nous en Afrique, c'est peut-être quelque peu à l'état pur, à l'état embryonnaire. Je me rappelle, j'ai suivi les documentaires où un puissant chef d'État aujourd'hui, et qu'au pays ne le tient peut-être, mais il a rassemblé ces grands qui détiennent ces pouvoirs-là, et il a académisé ses pouvoirs, il a quadrillé ses pouvoirs. Vous parlez de quel chef d'État? Non, je ne peux pas parler parce que nous sommes sur un plateau pour ne pas susciter un peu, voilà. Merci, professeur. Vous nous promettez quel thème déjà pour la prochaine émission ou ça reste en suspens? Bon, ça reste en suspens. Oui, il y en a tellement. Prenez-moi seulement au découvrir et je suis prêt. Merci beaucoup, professeur. Merci, ça fait plaisir d'être passé donc sur ce plateau. Je rappelle que vous n'êtes pas simplement professeur par le nom, mais vous êtes professeur, vous aviez étudié dans ce sens, effectivement, pour avoir donc le titre qu'il faille. Merci d'être passé sur ce plateau. J'ai étudié, je suis resté auprès des années, on m'a moulé et j'ai fait le couvent. Je suis un fils du couvent, j'ai fait le couvent pendant des mois, et c'est là où on vous inculque le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. C'est le contraire qu'on nous dit dans certaines religions et autres. Lorsque vous faites le couvent, vous êtes discipliné, vous savez comment prendre la parole, comment respecter l'homme, comment respecter les principes. C'est ça, c'est au couvent. Et c'est avec les aînés qu'on nous apprend, qu'on nous inculque ces notions-là. Donc, c'est très important. Et vous allez voir un initié, quand il vient quelque part, il a la sagesse. Ce n'est pas seulement les cheveux grisonnants, mais dans ses manières de parler, il est posé simplement. Voilà. Même les barbes grisonnantes. Alors que ça va, non? J'ai constaté, il va me dire rapidement, vous n'avez pas porté de chaussures. Voilà, je suis en connexion avec la terre. Sakata Gaïa, le dieu de la terre. C'est une connexion. Et c'est au couvent. Vous êtes connecté, il y a des vibrations directement. Vous êtes connecté directement avec lui. Et nous qui sommes en chaussures? Non, c'est aussi la terre. La chaussure, c'est la terre aussi. Parce que ce sont les éléments de la terre avec lesquels... Mais dans ce sens, les vibrations diffèrent. Oui, ça diffère. Ça diffère. Là, ça devient artificiel, mais ici, c'est naturel. Là-bas, c'est naturel. Voilà, je comprends. Merci beaucoup, Christophe Agor. Merci d'être passé pour notre ici. Merci beaucoup, Axel Abalo. Merci infiniment. Vous êtes joliment habillé, c'est du traditionnel. Ben, que voulez-vous? On parle aujourd'hui de la sorcellerie. Il faut quand même que je sois traditionnellement aussi habillé. Okay. Alors, un peu comme le professeur. Le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans un autre thème beaucoup plus croustillant, j'espère. Je crois qu'avec l'aide du professeur, nous allons trouver d'autres thèmes. Moi, je suis disponible. Ces ne feront plus peur. Non, voilà, merci beaucoup. C'est moi. Avec vous, je passe rapidement, je crois bien, à la rubrique découverte avec Amourette Tossa. C'est tout de suite. Amourette Tossa, bonjour. Christophe Adam, bonjour. Avec vous, de quoi nous parlons aujourd'hui?
Nous allons recevoir aujourd'hui M. Elmon Tankunou qui est déjà sur ce plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. M. Elmon Tankunou, il est professeur des sciences et techniques industrielles, option mécanique automobile et aussi fondateur du Centre Bénin Innove. Professeur, bonjour. Bonjour Amourette, bonjour Christophe. Oui. Dites-nous, professeur, quels sont les services qu'offre votre centre de formation? Elmon Tankunou, je suis, comme vous l'avez présenté, professeur des sciences et techniques industrielles, option mécanique automobile. Je suis dans la recherche scientifique. J'ai fait des travaux d'innovation qui sont reconnus par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et je suis fondateur du Centre Bénin Innove. C'est un centre de recherche et de formation spécialisé dans le domaine du diagnostic automobile. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les véhicules automobiles ont beaucoup évolué. Nous n'avons plus des véhicules classiques que nos parents avaient auparavant et puis la réparation était essentiellement mécanique. Les véhicules sont aujourd'hui électroniques, alors que ceux-là qui sont censés réparer ces véhicules ont été formés pour réparer des véhicules mécaniques. Donc il y a un problème qui se pose et c'est à ce problème que notre centre apporte une solution. Voilà. Donc nous mettons sur la place des formations modulaires qui sont des formations continues pour accompagner les professionnels dans le domaine de la maintenance des véhicules automobiles. Voilà l'essentiel des offres que nous donnons. Nos offres sont en deux groupes. Nous donnons des formations continues professionnelles. Nous avons aussi des formations grand public que nous donnons aux étudiants et aux passionnés, à toute personne désireuse de se réorienter dans ce secteur-là, qui est un nouveau secteur, le diagnostic automobile, qui est bien différent de la réparation automobile, c'est-à-dire la mécanique classique. Merci, c'est un peu ça. Donc, si je dois bien comprendre, dans le jargon béninois lambda, vous parlez des mécaniciens. Des mécaniciens, en termes simples et clairs, voilà. C'est vrai, je ne suis pas en blouse, mais généralement, je porte ma blouse, même pendant les formations. Mais tout de suite, je pense à quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir ou connaître la différence entre un mécanicien et un garagiste? Bien, ça, c'est une question très pertinente et merci de nous orienter vers cette question qui est technique. Un mécanicien, justement, n'est pas un garagiste. Un garagiste, c'est quelqu'un qui regroupe beaucoup plus de compétences. Le garagiste, lorsque vous amenez une panne, un véhicule dans un garage, le garagiste s'occupe de tous les aspects de votre véhicule. Le garagiste a les compétences de mécanicien, d'électricien, d'électronicien, les compétences en froid et climatisation. Donc, celui qui est garagiste, c'est un manager de toutes ces compétences-là. Soit il les a, mais soit il exploite des gens qui ont cette compétence-là. Donc, un garagiste, c'est un manager de toutes les professions, de tous les professionnels dont le travail doit concourir à la maintenance en bon état du véhicule. C'est lui un garagiste. Alors qu'un mécanicien, c'est quelqu'un qu'on sollicite dans le travail de la réparation automobile pour intervenir sur des cas de réparation mécanique. C'est lui un mécanicien. Le mécanicien, dans la réparation du véhicule, n'intervient pas lorsqu'on a un problème électronique, par exemple. On appelle un électronicien. Vous voyez un peu? Voilà les nuances. Lorsque vous remettez votre véhicule à un garagiste, mais vous fournissez le véhicule et vous retournez le véhicule pour réparer. Il peut avoir sollicité entre-temps un électronicien, un électricien. D'accord. Voilà. Supposons qu'en route pour ici, je suis au volant et puis mon véhicule a une panne. Qui pourrais-je appeler directement dans cet instant précis? Bon. Un mécanicien, un garagiste, un vulcanisateur, qui? Vous appelez un garagiste. Parce que vous ne connaissez pas la panne de votre véhicule. C'est le garagiste qui fait un diagnostic. Il fait un diagnostic oui. Et il voit s'il a besoin d'un électronicien pour la réparation. Ou s'il a besoin d'un électricien pour votre réparation. Ou s'il s'agit d'une panne mécanique, c'est là qu'il a besoin d'un mécanicien pour la réparation. Eh bien, professeur, il est vrai que c'est votre domaine d'activité. Mais pourquoi avez-vous choisi entreprendre dans ce secteur? Vous auriez pu ouvrir d'autres centres de formation pour pouvoir soutenir la jeunesse, mais vous avez tenu à cette vision. Quels sont vos objectifs? Déjà, il faut reconnaître que le diagnostic automobile est un nouveau secteur. Et c'est un secteur grand employeur, qui donne une grande opportunité d'emploi. Hein?
grand pourvoyeur d'emplois, j'allais dire. Voilà. Aujourd'hui, l'un des plus grands enjeux de développement de nos pays, en voie de développement, en tout cas nos pays émergents, c'est la question de l'emploi des jeunes. Donc, étant donné que nous sommes de ce secteur-là, et vous devez aussi remarquer que le gouvernement béninois, depuis quelques années, a mis la formation professionnelle au cœur de ses actions. La formation professionnelle au cœur de ses actions. Et c'est parce que le gouvernement l'a compris. Sans orienter la formation, l'éducation des jeunes vers la formation professionnelle, on ne peut pas résoudre le problème de l'emploi. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, le domaine du diagnostic automobile, c'est un domaine qui offre de grandes opportunités d'emploi. Et nous sommes de ce domaine-là. Nous avons été formés pour cela par l'État et à nos propres frais plusieurs fois. Donc, nous portons sur nous la responsabilité d'accompagner l'État béninois dans cette vision-là, qui est de promouvoir les formations professionnelles afin de résoudre peut-être soit peu le problème d'emploi des jeunes. D'accord. Nous voyons aujourd'hui des apprenants qui, après leur formation, se retrouvent à la rue, se retrouvent sans emploi et se retrouvent carrément au chômage. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour accompagner vos apprenants lorsqu'ils finissent leur formation chez vous? La question me donne la chair de poule parce que je me dis que voilà, je suis vraiment impressionné de voir que de loin, les gens voient les problèmes clés que nous avons dans le secteur. Malgré la volonté de notre État, la volonté au plus haut sommet de promouvoir les formations professionnelles, il reste beaucoup à faire dans le domaine. Les offres de formation qui existent actuellement et qui sont des offres formelles ne sont pas adaptées aux besoins du marché. C'est le problème qui se pose. Voilà. Donc, vous avez des programmes pour former nos enfants en réparation automobile qui datent des années 80. Voyez-vous? C'est en 80 qu'on a élaboré la plupart des contenus de ces programmes-là. Et quand on élaborait ces programmes en 80, en tout cas vers les années 80, 90 par là, ces programmes abordaient les véhicules qui existaient déjà il y a longtemps. Bon, donc vous imaginez les véhicules sur lesquels on forme nos apprenants? Je parle simplement du secteur de l'automobile. Mais ça se généralise sur tous les autres secteurs professionnels. Et je prends le cas de nos lycéens qu'on forme dans les domaines de la gestion. Aujourd'hui, la gestion se fait grâce au logiciel. C'est pour vous dire que ce n'est pas un problème typique à la mécanique, au fait. Mais c'est un problème qui est, comment dit-on, qui est le problème clé même de nos formations professionnelles. Et je vous remercie vraiment d'avoir touché ce point-là. J'espère que cela ira dans des oreilles indiquées pour qu'on puisse apporter la solution. Vous voyez, quand je prends le domaine de la gestion, aujourd'hui, la gestion se fait grâce à des logiciels. Mais combien de formations incluent ces logiciels-là? Il n'y en a pas pour la plupart. On ne prend pas en compte les outils actuels de travail. Donc, cela fait que les apprenants qui sont formés pour les domaines professionnels sont quand même formés sur des choses qui ne sont plus d'actualité. Et c'est la raison qui fait qu'ils sortent et ils ne peuvent pas compétir sur le terrain. D'accord, professeur. Je ne suis pas la seule à être curieuse. Je parie que Christophe a droit à une question pour vous. Oui, je me disais quand même, quand on va les mécaniciens, ils sont très souvent des peines noires, toujours sales. Je m'attendais à voir quelqu'un de bien noir avec tout l'accoutrement qu'il faut. Alors, aujourd'hui, par exemple, est-ce que si j'ai un garage en tant que mécanicien, il me suffit tout simplement d'avoir un scalaire pour dire que c'est bon maintenant que je peux faire face aux véhicules de type nouveau? Surtout pas. Surtout pas. J'ai connu déjà dans les garages actuellement, beaucoup de garages, les gens ont compris l'importance des outils, des nouveaux outils de diagnostic et ils s'équipent progressivement. Et toujours est-il que sans les formations appropriées, les gens ont de grandes difficultés. Il ne suffit pas de s'acheter les équipements pour s'improviser. Est-ce que vous allez avoir au centre quand même de former ces mécaniciens-là, ces anciens mécaniciens, si je peux le dire, ces mécaniciens de type traditionnel, puisque avec ce que vous êtes en train de moderniser la chose? Justement. Donc, nous offrons bien sûr des programmes de formation
pour accompagner ces professionnels-là. Ce n'est pas dit qu'ils ne connaissent pas leur travail. Je dis, on a parlé de garagistes, de mécaniciens. Oui. Des mécaniciens sont bons en mécanique. Malheureusement, le véhicule est passé à l'électronique. Mais donc, on doit faire aussi un virage et pour accompagner la technologie. Donc, c'est ce complément que nous leur apportons à travers différents modules de formation. Nous travaillons avec les associations auxquelles nous offrons des programmes modulaires. Ils envoient leurs membres de façon périodique et nous leur offrons des formations. On a aussi des garages professionnels, certains garages qui nous invitent pour des programmes de formation personnalisés. Voilà un peu la manière dont nous opérons avec les professionnels. Professeur, je suis femme, donc ce fait que je vous demande si Béné Innove forme aussi des femmes dans ce domaine. Oui, là encore, voilà une question que je trouve très, très importante parce que j'ai souvent l'habitude de dire, si nous faisons l'erreur d'exclure la gente féminine du monde professionnel, nous avons exclu plus de 50% des bras valides et du chantier de développement. Mais ce serait fatal pour une nation, hein, pour l'économie d'une nation, mettre plus de 50% de la population en marge des chantiers de développement. Donc, nous faisons plutôt la promotion des femmes dans nos formations. Et pour la plupart de nos programmes de formation, nous faisons une remise. Nous faisons systématiquement une réduction de 50% à toutes les femmes qui veulent s'inscrire à nos programmes de formation. Voilà notre manière d'accompagner les femmes pour ce programme-là. Là, c'est vraiment une aubaine et j'invite alors toutes les femmes comme moi. Qu'est-ce qu'il faut faire que, juste après cette émission, je ne vais pas venir me faire former? C'est un plus d'ailleurs, n'est-ce pas, Christophe Agon? Et quel est le message que vous avez à l'endroit de ces femmes-là qui prennent la mécanique comme le travail d'un homme? Bon, d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'un mécanicien, on a l'habitude de s'attendre à ce que le mécanicien soit un monsieur noir, bien sale. Et je vous dis que le mécanicien n'est ni noir ni sale. Le mécanicien est comme vous, blanc et propre. Voilà. Donc, merci pour la précision alors. Donc, j'ai l'habitude de le dire. Vous savez, nos formations n'incluent pas seulement les aspects techniques. Nos formations incluent aussi les aspects de gestion. Les aspects de gestion. Parce que pour l'efficacité du travail, il faut les compétences techniques, mais aussi les compétences en matière de gestion et d'organisation. On dit organisation, hygiène et sécurité. Voilà, tout ça inclus dans les formations que nous offrons. Et les mécaniciens, autant que les médecins, vous voyez, quand le médecin il va au bloc opératoire, il fait une opération, s'il avait la mentalité de mécanicien, il sortirait avec sa blouse et il va au marché, il dit aux gens, bon, je suis un peu tacheté là parce que quand je faisais l'opération, le patient a agité du sang, donc c'est pour ça que ma blouse est rouge. Si les mécaniciens ont le droit de circuler dans les rues avec des blouses aussi sales, ben, les médecins aussi pourraient circuler dans nos rues avec des blouses tachées de sang. Hein. Et pourtant, ils ne le font pas. Donc, c'est une question de formation. Les professionnels sur le terrain doivent être vraiment accompagnés par la formation pour, je dirais, les mécaniciens doivent être accompagnés pour se professionnaliser. Parce que tout ça n'est que l'image de manque de professionnalisme. On peut, par son travail, se salir au travail, mais on se met propre avant de sortir. On a les outils de travail. Déjà, c'est là les questions sur lesquelles nous mettons l'accent dans nos formations. Monsieur Tampino, votre centre vient de totaliser combien d'années d'existence? Nous venons de totaliser, disons, 6 ans d'existence. Depuis 6 ans, nous travaillons sur le terrain. Nous donnons des expertises surtout à des grands garages. Depuis 6 ans, nous travaillons. Nous avons beaucoup évolué dans notre mode de fonctionnement depuis 6 ans. Quelle est votre situation géographique dans la commune d'Abomey-Calavi? Nous sommes situés à Kassato, Sunja, en face du nouveau marché. Le marché de Gros, qui est en construction, presque achevé déjà, à Sunja. Nous sommes juste en face. Une rue en face, nous sommes au fond de la rue. Je crois que le message est bien passé. Il faut rappeler que nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Aimon Tampino, il est professeur des sciences et techniques industrielles, option mécanique automobile et fondateur du centre Béné Innove. Christophe Agon. Oui. Amorette, avant de laisser votre invité partir, pour ceux qui se perdent, vous n'avez pas un contact? Oui, le seul contact que je laisse, c'est le 94
25 03 82. Répétez, s'il vous plaît. 94 25 03 82. Merci, professeur. Merci, Christophe Adon. Merci Merci. infiniment, Maurette. Merci infiniment, professeur Tampinou. Ce serait encore un plaisir de vous revoir. L'émission est votre émission. Ce serait toujours un plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce monde de chômage. Mesdames et messieurs, Maurette, je vais vous laisser partir dans l'espoir de vous retrouver Très prochainement. la semaine prochaine. Merci. Merci d'égayer avec cette voix féminine l'émission. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout à l'heure Mathieu Roui à Bossou, c'est après ceci. Mathieu Roui à Bossou, bonjour. Bonjour à toi, Toujours un Christophe. plaisir de vous revoir. Je vous vois actuellement dans la rubrique Santé Time. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des examens prénuptiaux. Amis téléspectateurs, en santé aujourd'hui, on s'intéresse aux examens prénuptiaux. Et quand on parle d'un examen prénuptial, c'est un examen médical qui précède le mariage afin de s'assurer d'une bonne compatibilité. Christophe, sais-tu qu'il existe 5 examens prénuptiaux indispensables, obligatoires et nécessaires avant le mariage? Lesquels? Oui, il en existe 5. Au nombre de ces 5, nous avons le test du groupe sanguin ou rhésus, le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine, le test du VIH, le test de fertilité et le test de dépistage des MST. Rapidement, Christophe, le rhésus, c'est un test important pour les couples qui désirent avoir des, parce qu'il y a de ces couples qui veulent rester ensemble pour ne pas avoir d'enfants. Mais pour vous qui désirez avoir... En Afrique? Oui, parce que ça existe toujours en Afrique. Hein. Ça existe, oui, ça existe toujours en Afrique. Pour ces couples qui vous êtes désireux d'avoir des enfants, ce test consiste à analyser le sang de chaque partenaire afin de déterminer le résultat, ce qui pourra vous aider à l'avenir, peut-être après l'accouchement et autres. Le test le plus important que les citoyens lambda, c'est-à-dire que les citoyens prennent comme le test important, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine est ce test qui révèle si un individu est drépanocytaire ou porteur des traits de la drépanocytose. Ainsi, lorsque l'un des partenaires est d'hémoglobine AA, il n'y a pas de drépanocytose, il n'y a pas de risque que ce couple ait des enfants drépanocytaires. A contrario, permettez-moi de faire la lecture, si les deux partenaires sont d'hémoglobine, suivez-moi très bien, AS, 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 SS, AC, AS, SC, AS, SC, SS, AC, SC, SS, 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 AC, SSC, SC, AS, SC, il existe une forte probabilité qu'un enfant issu de ce groupe soit drépanocytaire SS ou SC. Et que vous savez avec moi que cette maladie fait des ravages aujourd'hui et est très douloureuse avec des hospitalisations à répétition. Nous allons revenir sur le test du VIH qui consiste et qui vous situera à connaître votre statut sérologique et celui de votre partenaire. Nous avons en dernier ressort le test de fertilité et le test de dépistage des MST. Je vais mettre les deux ensemble parce qu'aujourd'hui, lorsque nous venons en Afrique, plus précisément chez nous, nous voyons que l'un des problèmes récurrents dans les couples est lié à l'infertilité. Quand la femme vient dans le foyer et que 2-3 ans, elle n'a pas déjà donné naissance à un bébé pour que tout le monde puisse applaudir, comme on le dit très souvent. Vous allez voir que quand on se dit, ben, c'est la femme qui est en problème, on jette le temps sur la femme. Mais non, ça peut être aussi du côté de l'homme. C'est pour cela qu'il est important, pour éviter ces désagréments, de faire le test de fertilité pour s'assurer de son état. Mais pour en venir au test de fertilité, sachez qu'il y a des maladies comme les MST, la syphilis, l'hépatite et autres. S'ils ne sont pas bien traités, peuvent nous amener à l'infertilité. Voici, Christophe, tout pour santé tellement de ce jour, sachez qu'avant toute union conjugale, il urge de faire ces examens afin d'éviter des enfants malades. Christophe. Alors, selon vous, est-ce qu'il est facile d'abandonner
d'une femme qu'on a aimée à travers ces tests? Ben, vous savez, aujourd'hui, la technologie a évolué, la science a évolué. Il est très important à ce que ce n'est pas forcément que nous devons aller en union de mariage avant de faire ce genre de bilan. Je ne refuse pas. Mais vous, avant de vous marier, je crois que, ou bien, depuis déjà, bon, moi, je vous connais, je vous sais une personne avertie. Dites-moi que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas fait votre bilan, connaître votre résus, connaître les tout forêts. C'est le mariage qui vous a conduit à ça? Non. Mais c'est difficile aujourd'hui parce que tout est basé d'abord sur l'amour. Alors, est-ce facile d'abandonner une femme parce qu'on a fait un examen, une femme que l'on a aimée, parce qu'on a fait un examen, par exemple, d'infertilité ou bien qu'elle est SIDN, ainsi de suite, ou bien, bon, surtout d'infertilité. Est-ce qu'il est très facile pour nous d'abandonner une femme aujourd'hui à travers ces examens? Nous ne sommes pas là pour détruire des couples, pour détruire des foyers, mais je dirais ceci à mes frères jeunes, à ceux-là qui aspirent former un foyer, avoir un couple, sachez ceci, il est très important pour vous de faire ces examens qui pourront vous situer afin que vous ne puissiez pas assister à des dépenses vraiment lourdes à l'avenir. Alors, je crois que cette question, nous allons l'approfondir avec le prince Zédéka qui va venir nous dire ici. Parce que d'abord, l'union d'un homme et d'une femme, c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un esprit, j'espère bien. Donc, deux personnes qui sont déjà unies, qui se sont rencontrées, je crois déjà qu'il y a une bénédiction, une certaine bénédiction. Mais nous allons les encourager à faire ces diverses. Tout à l'heure, j'ai suivi Assel avec l'invité, le prince Zédéka, et je sais que ça, c'est la science moderne qu'il a dit. Peut-être qu'il va nous revenir après pour nous dire, quand on parle de la science, de la culture endogène, est-ce qu'on doit se fier à ces tests pour dire, bon, je ne vais pas me marier avec elle, je ne vais pas me marier avec elle, et reviendra, parce que ce sont des hommes avertis. Mathieu, oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié avec une sublime, une belle dame. Vous avez fait? J'ai fait tous mes examens. Elle est AA, je suis AS. Je dois me marier avec une femme qui est AS, mais j'ai dû laisser parce que je ne voudrais pas assister à des dépenses. C'était facile pour vous? Pas du tout ça, pas du tout. Vous pouvez demander à celle, il en sait quelque chose. Allez, merci beaucoup, Mathieu Roui Agossou. Avec vous, restez toujours là, le temps de recevoir des invités pour le talk, c'est dans quelques secondes. Nous sommes aujourd'hui avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, et plus précisément avec l'une des agences sous sa tutelle. Je vais nommer l'Agence nationale des transports terrestres, l'ANAT. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très intéressant. Il s'agit de la professionnalisation des transporteurs. Qu'est-ce que la professionnalisation des transporteurs et pourquoi l'appliquer à ce secteur surtout? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec deux invités. À ma gauche, j'ai M. Auguste José-Marie Adjovi. Auguste José-Marie Adjovi, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes le directeur des études de la réglementation et du contrôle au sein de l'ANAT. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, monsieur. Voilà, à ma droite, j'ai M. Lisbois, Apollinaire Romanus Godwin. Vous êtes le chef service facilitation du fret terrestre. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, avant de revenir vers M. Auguste José-Marie Adjovi, qu'entendons-nous par fret terrestre? Le fret terrestre, c'est une marchandise en déplacement. Vous savez, lorsque nous avons une marchandise, elle est reconnue telle, mais lorsque nous avons un véhicule également, le véhicule est reconnu tel. Mais lorsque vous mettez une marchandise sur un véhicule et que la marchandise doit pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, cette marchandise s'appelle fret routier. Le mode opératoire pour le transport de ce fret, c'est les véhicules. Le même terme est utilisé également au niveau maritime lorsque le mode opératoire du transport de cette marchandise constitue un navire. Alors que dans ce cas, on parle du fret maritime et lorsque le mode de transport est un avion,
on parle du fret aérien. Donc, Et si voilà. c'est le train, par exemple. Si c'est le train, c'est le fret terrestre. Parce que quand nous disons terrestre, c'est routier et puis les rails. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Auguste Marie Adobi, parlez-nous un peu de la NAT en général. Ok, merci, monsieur Christophe. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Oui, d'accord. Oui. Merci. L'Agence nationale de transport terrestre, ANAT, comme on le dit, est une structure à caractère social, culturel et scientifique qui est créée par le décret 2016-205 du 4 avril 2016 et dont les statuts ont été approuvés par le décret 2021-374 du 14 juillet 2021. C'est une structure qui est placée sous tutelle, tel que vous l'avez déjà dit, du ministère du cadre de vie, en charge, cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Alors, son l'objet, c'est l'organisation et la gestion des transports routiers et ferroviaires. Voilà. Et elle a pour mission, elle a des missions. Les missions sont entre autres surtout la mise en œuvre de la politique nationale, communautaire et internationale en matière de transport routier. La collecte et le traitement des données du fret routier. Nous avons la délivrance et le contrôle des titres de transport. Les titres de transport, vous le savez, quand on dit l'immatriculation des véhicules, deux roues, tricycles et quadricycles à moteur. L'immatriculation, il y a deux titres. Il y a la carte grise et puis les plaques d'immatriculation. Nous avons l'organisation des examens du permis de conduire sur tout l'étendue du territoire national pour la délivrance du permis. Il y a les autorisations de transport, autorisations d'ouverture, des établissements d'enseignement de la conduite automobile qu'on appelle souvent auto-école. Voilà un peu les activités autour de l'Agence nationale de transport. C'est bel et bien, c'est toujours bien de savoir et de connaître ce que fait la NAT. Nous allons revenir au thème du jour qui est la professionnalisation des transporteurs. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans la professionnalisation des transporteurs? Ok, professionnalisation des transporteurs, vous savez, le mode le plus utilisé en matière de transport, c'est le transport routier. Alors, qui permet l'accès rapide aux populations. Et le plus utilisé au Bénin, c'est cela. Alors, dans ce secteur, il y a l'informel qui domine. L'informel domine et il va falloir organiser. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement inscrit dans son PAG, dans son programme PAG2 2021-2026, la professionnalisation du métier de transporteur. Donc, pour arriver à cela, il y a beaucoup d'aspects à mettre en œuvre, c'est-à-dire l'aspect juridique. L'aspect juridique et l'aspect opérationnel. L'aspect juridique, c'est d'abord l'ancrage juridique qui est fétiche. D'abord, le Bénin ne dispose pas d'une loi d'orientation des transports routiers. Donc, il y a déjà un projet de loi qui est déjà élaboré, loi d'orientation des transports routiers, et des décrets régissant les transports routiers en République du Bénin, deux projets qui sont en cours, je crois que c'est déjà au niveau du cabinet du ministre, et on attend la suite. Donc, l'ancrage juridique doit être mis en place pour faciliter l'accès au métier, la professionnalisation du métier. Donc, il y a ces deux tests que nous attendons pour continuer. Et l'opérationnalisation, c'est d'abord la mise en place d'une plateforme électronique de gestion de fret qu'on appelle le système SIGFR. Alors, le SIGFR, il y a 3 modules. Il y a le premier module déjà qui est lancé, c'est-à-dire le module de l'offre de transport. Et là, dans ce module, c'est d'enregistrer, d'enrôler tous les transporteurs formels, les formaliser et les enrôler dans le système pour que désormais, ce ne seraient que ces transporteurs agréés qui pourront avoir accès aux fret reconnus, premièrement. Alors, ce module est déjà lancé déjà le 14 novembre 2023 et déjà fonctionnel. C'est par ce module qu'on émet déjà les autorisations de transport et les cartes de transport pour chaque véhicule. Ensuite, le second module n'est pas encore lancé, c'est le module de gestion du fret. Le module de gestion du fret, c'est beaucoup plus son domaine. Oui. Le second module
nous pensons qu'on pourrait être lancé avant la fin de l'année 2024. Ça concerne la gestion de l'offre de fret. C'est ce module qui va sera consacré à l'enrôlement des bailleurs de fret, des CAD, et va permettre également la répartition des quotas suivant les tests, 2 tiers et 1 tiers. Et ça va permettre également aux acteurs d'avoir accès directement au fret à travers l'attribution du fret aux différents camions des transporteurs. Donc, les travaux sont en cours pour la préparation est déjà actée pour que d'ici peu de temps, ce module soit lancé. Le troisième module, c'est le module des statistiques. Nous comptons lancer cela dans le premier trimestre de l'année 2025 pour que la plateforme soit. Oui, mais comment l'accompagnement sera-t-il fait? L'accompagnement, ça sera fait en plusieurs phases. C'est-à-dire, il y a d'abord la phase du renouvellement de la flotte. Vous savez que la flotte est vétuste totalement. Nous tous on voit les camions qui circulent sur nos corridors. C'est les camions vétustes qui tombent de partout. Donc, il va falloir renouveler ça. Et il y a un programme, un projet de renouvellement de la flotte qui est mis en place et ce sera acté. Ensuite, je crois, pour enrôler le maximum de transporteurs, il y aura la réduction des frais afférents à l'agrément. C'est en cours également, on est en train de faire des études, et la facilitation dans l'obtention des pièces devant concourir à obtenir l'agrément. Et la sensibilisation, la formation à l'endroit de tous les acteurs du métier de transporteur. Voilà un peu les accompagnements et il y en aura d'autres. C'est l'essentiel. Non, c'est l'essentiel. Alors, dites-moi un peu, vous avez pu enrôler un certain nombre déjà? Oui, aujourd'hui, je crois que nous sommes à 525 transporteurs enrôlés déjà. Mais ce n'est pas encore l'objectif, il reste encore beaucoup. Donc, nous sommes en train de mener les sensibilisations, les actions, afin que tout le monde soit enrôlé. Et vous avez un bon retour? Oui, en dehors des transporteurs agréés qui sont déjà enrôlés, il y a également la flotte de ces transporteurs qui sont enrôlés. Aujourd'hui, nous sommes à 1146 véhicules de transporteurs agréés qui sont déjà au niveau de la base. Et que les sensibilisations continuent également pour qu'ils puissent arriver en nombre très important pour que l'objectif fixé soit atteint. Donc, vous travaillez sans trompette ni tambour. Oui, tout à fait. Ça fait son job. Alors, par rapport à la digitalisation, dites-moi un peu, qu'a fait la date pour se rendre conforme à la plateforme au profit des conducteurs? Oui, la question. Oui. Par rapport, tout à l'heure, le directeur disait qu'il a mis en place le système électronique de gestion de fret. Et le système prend en compte également les conducteurs, l'enrôlement des conducteurs. Le transporteur peut enrôler ses conducteurs comme les conducteurs de façon indépendante aussi peuvent s'inscrire au niveau de la plateforme. Donc, ces acteurs de transport sont pris en compte, ne sont pas laissés pour compte. Le combat est de sortir les transporteurs de l'informel, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Selon votre programmation, dites-moi un peu à quand la fin de la légalisation? La fin de la régulation, je crois, à la période 2025-2026, je crois qu'on aura fini avec l'enrôlement de tous les transporteurs cette année. Voilà, nous n'allons quand même pas vous recevoir sans parler du fameux permis de conduire qui est assez détourné. Une réforme aussi a été engagée de ce côté-là, j'espère bien. Oui, en matière de permis de conduire, la NAT a opéré des réformes depuis janvier 2021 et ces réformes ont amené à changer ce qui se fait dans le passé. Et actuellement, les candidats composent à l'aide des smartphones et la phase de code et les résultats sont automatiques. Quelques minutes après, à la fin de la composition, le candidat a ses résultats. Et également au niveau de la phase pratique, et les aires de conduite sont encadrées par des caméras. Et ces caméras permettent de voir la façon dont le déroulement se fait. Et à la fin de la phase pratique, il y a une commission qui est mise en place, formée des examinateurs et de la NAT, pour procéder à la validation des résultats. Il peut arriver qu'un examinateur ait donné une note et que lors de la visualisation du caméra, on voit que ce n'est pas, on essaie de revenir là-dessus.
c'est vous dire que tout est mis en place pour la sécurisation de cet outil. Et à la fin, les résultats de ces examens-là sont transmis par INSOROD à l'Agence nationale d'identification du personnel, ANIP, qui édite les permis biométriques, qui les retourne et nous donnons aux usagers clients. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous passons de temps en temps, nous sommes en train de passer des véhicules manuels aux véhicules automatiques. Dans les examens, vous faites les deux? Non, on ne fait pas les deux. C'est seulement le manuel. Le manuel, parce que vous décidez quand même que celui qui conduit le véhicule manuel peut facilement conduire le voilà. Bien, alors des gens se plaignent par rapport à la durée trop longue pour l'obtention du nouveau permis de conduire, surtout pour ceux qui ont décidé du changement de l'ancien contre le nouveau. Qu'en est-il réellement? Oui, je crois que bon, vous avez raison en partie. Mais c'est que le problème, c'est d'abord le succès qui est privilégié. Parce que l'État n'a pas encore lancé le renouvellement des anciens permis, le permis à trois volets. Et c'est pour ça, la phase, c'est à considérer que le permis à trois volets est toujours valide. C'est toujours valide et on va lancer la phase de renouvellement de ces permis. Également, ce qui fait que ces permis au remplacement ou duplicata traînent, c'est que d'abord, quand la demande est faite, il faut comparer, il faut vérifier dans la base de données du permis s'il y a réellement le requérant a obtenu réellement le permis et c'est dans la base de données. Et des fois, on ne retrouve pas dans la base de données et il va falloir se référer aux archives. Aux archives, vraiment, il y a une bonne partie qu'on ne retrouve pas et des numéros qu'on ne retrouve pas. Donc, ça fait attendre pour mettre en place une commission, vérifier. Sinon, on ne peut pas, c'est pas parce qu'on a une copie. Vous allez voir des permis, c'est clair, c'est réel, mais ce n'est pas l'authentique. Il va falloir, un travail est fait d'abord. Et c'est pour ça que ça traîne un peu. Parce que c'est un travail qui se fait d'abord. Vérifier que le permis, le monsieur a réellement son permis, le numéro est dans la base. Si ce n'est pas dans la base, reculer aux archives, je suis d'accord de délivrer. Également, aujourd'hui, il y a l'attestation du groupe sanguin qui est ajoutée parce qu'aujourd'hui, avec le permis, tu as le groupe sanguin en même temps. Du coup, en cas d'accident, déjà avec le permis, on peut déjà connaître le sang qu'il faut administrer au patient. Voilà. Oui, et à cela, nous pouvons dire que le requérant qui demande son permis et que tous ces travaux-là sont effectués, à des moments donnés, il y a des rejets. Le requérant ne sait pas si son dossier est rejeté. Donc, il ne s'approche pas de la NAT pour savoir quelle est la suite qui est donnée, pour avoir Donc, il y a tout ça là qui fait qu'ils se plaignent, mais lorsque ils ont la bonne information, alors ils viennent faire la régularisation pour que le permis soit disponible. Rapidement, c'est vrai que le permis n'est pas le permis tout, mais on va rappeler les pièces à fournir pour l'obtention du permis, parce que c'est l'idéal. Pour l'obtention du permis, remplacement, c'est ça? Le remplacement, pour le nouveau, mais oui. Ok, pour le nouveau, en fait, c'est l'auto-école. D'abord, en fait, l'auto-école, c'est l'auto-école qui soumet le dossier. Le dossier est composé de l'acte de naissance, le CIP, le certificat médical, et puis les quittances achetées, la photo du requérant. Pour le renouvellement, la demande se fait en ligne également. Ça se fait en ligne sur le portail national des services. Vous soumettez la demande avec copie de l'ancien permis, le CIP est juste le montant à payer. Mais si c'est un duplicata, c'est que vous avez perdu le permis. Et là, vous aurez besoin du certificat de perte, en plus d'un certificat qui est retiré au Centre national de sécurité routière, qui est le certificat de non-retrait de permis, parce que une commission pourrait vous retirer le permis en cas d'une infraction, et on ne sait pas, donc il va falloir. C'est l'attestation là qui est scientifique, qui signifie que le permis n'est pas retiré au cours d'une infraction. Voilà, je ne pouvais pas recevoir cette équipe de la NAT sans vous titiller sur le fameux dossier lié au permis de conduire. Nous allons revenir vers la professionnalisation des transporteurs. Et je suis
professionnel, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis enrôlé. Quel est l'avantage du fait que je sois enrôlé? L'avantage aujourd'hui pour un transporteur... Quelles sont les facilités que j'ai? L'avantage aujourd'hui pour un transporteur agréé, c'est d'abord avoir accès aux fret. Premièrement. Deuxièmement, également bénéficier des avantages des banques. Voilà. Et de l'assurance. Lorsque vous êtes agréé, vous êtes professionnel, les institutions financières vous font confiance. Donc vous demandez du prêt facilement, vous avez. Il y a un vaste programme de remplacement des véhicules, renouvellement de la flotte. Également, on veut composer avec ces transporteurs agréés lorsque le moment serait venu. C'est seulement les transporteurs agréés qui auront droit, qui vont bénéficier de ce renouvellement de la flotte. Et mieux, lorsque l'État, le ministère veut échanger directement avec les acteurs, c'est avec cette frange de population que, c'est-à-dire ces transporteurs, cette catégorie de transporteurs, les échanges sont plus directs et plus responsables. On a plus confiance de travailler avec les transporteurs qui sont sortis de l'info. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est bon, ça permet. Le retour que vous avez quand même par rapport aux enrôlés, je crois quand même que c'est bon. Oui, Ils sont très contents. Très content. Et quel est le message? Nous Oui. sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et quel est le message que vous avez envoyé à l'endroit de ces transporteurs-là qui hésitent encore? Alors, merci beaucoup. Je crois que nous vous remercions d'abord pour nous avoir donné l'occasion de nous adresser à ces transporteurs. Je crois que d'abord, ils ont un peu encore peur parce que c'est les fiscs, ils ont peur. Et également, le problème qu'ils brandissent aujourd'hui, c'est la non-disponibilité du fret. Parce que, vous savez, la frontière Bénin-Niger est fermée et il y a un peu de difficultés. Donc, nous les exhortons à rentrer dans la danse, à se formaliser, et c'est mieux parce que les avantages autour, c'est ça qu'on vient d'énumérer, les avantages sont énormes et ça leur permettra de se valoriser et de vraiment jouir du fruit de leur activité, qui est le métier de transporteur professionnel. Et voici. Voilà, dernier mot. Bon, c'est le lieu de vous remercier pour nous avoir donné cette occasion d'adresser aux transporteurs. Pour nous, c'est la même exhortation. Nous les encourageons à venir déclarer leur flotte. Et ceux qui sont agréés, ceux qui sont dans l'informel ont intérêt à quitter l'étape d'informel et de devenir des transporteurs de droit, des transporteurs de droit, pour bénéficier de tous les avantages qui sont liés à cette formalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Restez toujours avec moi. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais la conclure avec vous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci aussi à toute l'équipe de diffusion. Mesdames et messieurs, 100% connexion, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.